puis je vois pas les participants. Malheureusement, non. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Dragos Vlad. Je suis médecin de famille et je travaille au CHUM, à la clinique des infections virales chroniques, ainsi qu'en première ligne à la clinique du quartier latin dans le sud-centre-sud. Aujourd'hui, une courte capsule sur des concepts de base sur la PrEP. On va définir ce que c'est la PrEP dans quelques instants. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça va être l'occasion pour vous de consolider certains acquis, car c'est la même présentation qui a eu lieu la semaine dernière. Et pour les autres, ben, bienvenue. Donc, nous allons passer ici. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le contenu de cette présentation, mais j'ai déjà reçu des honoraires pour des présentations en VIH par le passé. Euh, Pas de biais commerciaux dans le contenu de la présentation. Donc, les objectifs de la capsule de formation d'aujourd'hui, vous les avez à l'écran. On va réviser quelques concepts clés en matière de PrEP. Je vais vous proposer un petit guide simplifié pour vous donner une idée de à quel point c'est facile la prescription de la PrEP, puis identifier des stratégies pour peut-être intégrer la PrEP dans la pratique de la psychiatrie. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques petites questions. Nous avons deux questions. Donc, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou vous joindre au slido.com avec le numéro à l'écran. Je vais vous laisser 2 minutes, 2 secondes. Donc, on va commencer avec la première question. Quelle est l'efficacité de la PrEP pour prévenir la transmission sexuelle du VIH lorsqu'elle est prise correctement et de façon optimale? Donc, vous avez 5 choix à l'écran. Vous pouvez faire vos votes. Très bien. On va laisser 5 secondes de plus pour ceux qui voudraient se prononcer. Très bien. On va pouvoir passer à la deuxième question et on va revenir à ces questions-là à la fin de la présentation. Vrai ou faux, la PrEP devrait être offerte à toute personne qui en fait la demande. On va laisser quelques secondes supplémentaires. Très bien. Donc, on va y revenir à la fin de la présentation. Donc, pourquoi c'est important de parler de PrEP? Eh bien, tout d'abord, les nouveaux diagnostics de VIH sont en hausse partout au Canada et touchent de façon disproportionnée nos personnes atteintes de problèmes de santé mentale. En effet, ces personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale présentent un taux d'incidence 10 fois plus élevé que dans la population générale d'acquisition du VIH. Pourquoi? C'est multifactoriel. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation du taux d'incidence du VIH dans cette population, notamment les troubles d'usage de substances concomitants, particulièrement les personnes qui utilisent des drogues par injection, les relations sexuelles non protégées ou encore les relations sexuelles transactionnelles. Les comportements d'hypersexualité dans des phases aiguës de certaines maladies, par exemple la maladie affective bipolaire, dans la phase maniaque, de manie, la diminution du jugement et de la perception du risque en état d'intoxication chez les personnes qui présentent des troubles concomitants, si les personnes sont victimes de violences sexuelles ou encore si ils partagent des outils d'hygiène, des rasoirs, brosses à dents, tout ça dans les milieux de vie partagés, qui est une réalité qu'on voit de plus en plus dans le contexte actuel. Euh, il y a aussi, à ça se rajoute tout ce qui est stigma, non seulement de la part des pairs, mais également du système de soins, une trajectoire de soins fragmentée qui permet difficilement d'instaurer le suivi nécessaire à la prescription de la PrEP, une instabilité résidentielle, une plus grande prévalence d'incarcération, donc également des facteurs de risque d'acquisition du VIH. Donc, qu'est-ce que la PrEP?
on aurait peut-être dû commencer par ça. Il s'agit de la prophylaxie pré-exposition au VIH. Donc, contrairement à la PPE, la prophylaxie post-exposition qu'on va prendre après une exposition potentielle à une source euh, suspectée de VIH, la PrEP se prend avant pour justement empêcher l'acquisition du virus. Donc, c'est une stratégie de prévention qui peut être combinée à d'autres méthodes, donc pour prévenir l'acquisition du VIH chez les personnes séronégatives à risque. Donc, c'est une stratégie de réduction des méfaits. On sait que les gens vont avoir des relations sexuelles non protégées, donc on va mitiger le risque d'acquisition du VIH avec la PrEP. Il existe deux formulations, on va dire, différentes de PrEP. Il y a la PrEP orale depuis 2012-2015 et il y a la PrEP injectable qui est plus dans les dernières années qui a vu le jour, probablement dans la dernière année pour le cabotegravir longue action et le lenacapavir qui n'a pas encore été approuvé au Canada. Pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la PrEP orale parce que c'est ce qui est le plus fréquemment prescrit et ce que les patients connaissent le plus également. Et on va se concentrer principalement sur la combinaison de tenofovir disoproxil avec l'emtricitabine, le premier que vous voyez à l'écran, le Truvada, parce que c'est celui qui est couvert par la RAMQ. Est-ce que ça marche, la PrEP? Alors oui, la PrEP, c'est un outil très efficace. Euh, Elle a une efficacité de 99% pour prévenir la transmission sexuelle du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les femmes transgenres, les hommes hétérosexuels et les femmes, avec une utilisation optimale ou conforme. Donc, lorsque c'est pris de la bonne façon, efficacité de 99 à 100% même dans certaines études. Je vous épargne les études ici, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller les consulter. Donc, la PrEP orale, qu'on va voir qu'on peut prendre de façon continue ou intermittente, est une stratégie hautement efficace pour la prévention de la transmission sexuelle du VIH. Et chez les personnes utilisant des drogues par injection, est-ce que ça marche? Alors, on a un petit peu moins d'études. En fait, on a beaucoup moins d'études en la matière. On a un seul essai clinique randomisé, qui est l'étude Bangkok, qui s'est intéressé au sujet. Dans cette étude-là, ils ont utilisé seulement le tenofovir disoproxil. Donc, ce n'était pas la combinaison qu'on utilise dans les autres études en PrEP, ni dans la clinique, où on combine le tenofovir disoproxil avec l'emtricitabine, qui sont deux antirétroviraux qu'on utilise aussi dans le traitement du VIH. Donc, ici, on utilisait seulement une molécule. Dans cette étude-là, de personnes utilisant des drogues par injection, ils ont noté observé une efficacité de 49% d'efficacité pour prévenir l'infection par le VIH, la transmission hématogène. Par contre, dans le sous-groupe qui ont démontré une bonne adhérence au traitement, parce qu'un traitement est aussi efficace que lorsqu'on le prend, il y avait 74% d'efficacité. Donc, il semble y avoir quand même un signal qu'il y a une certaine efficacité dans cette sous-population-là. Et donc, dans les lignes directrices canadiennes, on va recommander que la PrEP orale peut être considérée chez les personnes utilisatrices de drogue par injection séronégative qui partagent du matériel d'injection de drogue pour prévenir la transmission du VIH. Ça, on va passer, mais c'est tiré des nouvelles lignes directrices qui vont paraître prochainement. Donc, on voit en vert la première colonne, c'est le tenofovir disoproxil avec l'emtricitabine, celui qui est couvert par la RAMQ. On voit que c'est la recommandation grade 1 dans toutes ces sous-populations-ci. Donc, qui est candidat pour la PrEP? Rapidement, ça va être des personnes qui ne vivent pas avec le VIH, donc séronégatives pour le VIH, mais qui sont à risque de contracter le VIH. Qu'est-ce qu'on définit par à risque? On va parler des relations sexuelles vaginales ou anales non protégées. Souvent, on va définir ce risque-là si la personne a deux partenaires ou plus dans les derniers 6 mois. Un antécédent d'infection transmissible sexuellement, particulièrement si c'était au niveau de l'anus, donc une syphilis, une gonorrhée, une chlamydia, ou l'hépatite C dans la dernière année.
un antécédent d'utilisation de la PPE. Donc, si on a un usager qui se présente fréquemment à l'urgence pour demander la PPE, ça pourrait être une bonne idée de l'enrôler sur la PrEP. Euh, Si la personne a un partenaire sexuel séropositif et que cette personne-là ne suit pas un traitement efficace pour le VIH, parce qu'on le sait que lorsque la personne est indétectable, prend bien ses antirétroviraux, il n'y a aucun risque de transmission sexuelle du VIH, ou encore lorsque la personne utilise des drogues par injection ou partage du matériel d'injection ou d'inhalation. Donc ça, c'est ce qu'on définit par à risque. Il y a une dernière catégorie de personnes qui sont candidates pour la PrEP, c'est toute personne qui en fait la demande. Donc, effectivement, les patients sont bien souvent les meilleurs à définir leur risque, ou en tout cas à considérer leur risque, et il est peu probable que des personnes qui n'en ont pas besoin de la PrEP en fassent la demande et en subissent des préjudices, là, comme on va le voir plus tard au niveau des effets secondaires et tout ça. Schéma posologique, comment est-ce qu'on prend la PrEP? Il y a deux façons de la prendre, la PrEP orale, soit en continu ou à la demande, ou de façon intermittente. En continu, ça va être un comprimé une fois par jour en continu. Euh, cette stratégie est quand même est très efficace et permet d'avoir une routine, une régularité. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir des concentrations protectrices dans la muqueuse vaginale, ça va prendre 7 jours de prise en continu, alors que pour la muqueuse rectale, ça va être 4 à 7 jours pour atteindre des concentrations protectrices. Pour la muqueuse rectale, par contre, donc chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et chez les femmes transgenres, il y a un petit truc, une petite astuce qu'on peut faire. On peut prendre 2 comprimés dans les 24 heures avant l'exposition, puis ça va conférer une protection 2 heures suivant la prise. Par contre, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes études au niveau de la muqueuse vaginale, fait que c'est pas un schéma posologique qui est comme recommandé de prendre 2 comprimés 2 heures avant, puis là, on est protégé aussitôt que 2 heures. Par contre, chez les ARSA et les femmes transgenres, ça fonctionne bien. Euh, la PrEP, donc jusqu'à quand est-ce qu'on doit la prendre? Donc, on peut la prendre en continu, donc comme on s'est dit, et elle doit être poursuivie jusqu'à 48 heures suivant la dernière relation sexuelle non protégée. Chez les femmes cisgenres, en l'absence de données, il est recommandé de poursuivre pendant 28 jours après la dernière exposition. Donc, quand même à garder en tête que la posologie varie selon les sous-populations. Donc, si par exemple, vous voyez la flèche en rouge en bas, la dernière exposition aux relations sexuelles non protégées était ici, alors on va devoir prendre un comprimé à tous les jours jusqu'à 48 heures suivant donc cette dernière relation sexuelle-là. Si on parle des schémas posologiques intermittents ou à la demande, cette façon-là de prendre la PrEP a été étudiée seulement chez les ARSA et les femmes trans, donc pas applicable aux femmes cisgenres ni aux femmes cisgenres, point. Euh, donc, par exemple, comment on définit le schéma intermittent? Si, par exemple, je rencontre quelqu'un ce soir à 18 heures, 2 à 24 heures avant, je vais prendre 2 comprimés, donc au plus tard à 16 heures. Puis, je vais prendre un comprimé 24 heures après et un autre 48 heures après. De cette façon-là, ma relation sexuelle est protégée. Donc, on appelle ça le schéma 2-1-1, ce que parfois les patients nous disent. Euh, Si, par exemple, je rencontre quelqu'un le lendemain aussi à 18 heures, à ce moment-là, on a déjà eu notre dose de charge, on est encore sur la même lancée, on va dire. Et donc, je vais devoir prendre un comprimé de plus pour vraiment couvrir ma dernière relation sexuelle non protégée, donc 48 heures après la dernière. Donc, c'est aussi facile que ça. Je vous ai mis ici 2 exemples de prescription de comment le prescrire. Donc, Truvada en continu et la PrEP orale intermittente ou à la demande. Donc, vous les aurez pour information dans le PowerPoint, mais je vais passer rapidement là-dessus. Les bilans initiaux et les suivis nécessaires. Donc, c'est assez facile. On a besoin de regarder vraiment que quelques affaires, mais il faut y porter attention. Donc, tout d'abord, il faut confirmer que la personne est séronégative pour le VIH. Donc, vous avez des petits exemples dans les points ici, là, mais je vais passer rapidement. Mais ça, c'est vraiment la principale chose à vérifier. Si ça fait, si la personne vous en fait la demande, puis ça fait
elle a eu sa dernière relation sexuelle avant-hier, ça se peut que le test que vous fassiez aujourd'hui ne couvre pas la période fenêtre. Et à ce moment-là, si vous voulez l'initier immédiatement en traitement, on peut le faire, là, mais on pourrait, par exemple, si la dernière relation sexuelle remonte à 10 jours, par exemple, on pourrait faire une charge virale et un test de dépistage, une charge virale pour le VIH et un test de dépistage pour, et si c'est négatif, on débute la PrEP directement si on a comme une urgence à le faire. Sinon, ça vaut toujours la peine de recontrôler un mois suivant la dernière relation sexuelle non protégée pour s'assurer que on est correct. Rechercher l'hépatite B, autre chose qui est important de rechercher parce que l'hépatite B se traite avec le tenofovir. Donc, si jamais la personne a une hépatite B chronique, à ce moment-là, et est candidate pour la PrEP, à ce moment-là, on va recommander une prise continue et non pas une prise intermittente de la PrEP orale, puis vacciner si la personne est considérée non immune parce qu'il y a quand même un risque de transmission de l'hépatite B de façon sexuelle. Dosage de la créatinine sérique, la PrEP est contre-indiquée lorsque il y a une insuffisance rénale et dépistage, bien entendu, des autres infections transmissibles sexuellement de façon opportuniste. Donc, vraiment, le suivi clinique et les bilans, ça se fait aux 3 mois, dépistage du VIH, des autres ITSS, dosage de la créatinine sérique, immunisation pour l'hépatite B, puis c'est aussi facile que ça. On va passer ici, mais en règle générale, c'est très bien toléré. Pas d'interaction avec les médicaments utilisés en psychiatrie, hormis peut-être avec le lithium. Il faut faire attention à la fonction rénale, mais pas d'interaction directe avec les médicaments. Ça, je vais passer. Stratégie pour intégrer la PrEP dans la pratique de la psychiatrie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le font, mais ça peut être une belle opportunité, vu que les psychiatres et leurs équipes sont souvent les prestataires de soins principaux pour les personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Représente donc une opportunité pour la prévention des nouvelles infections. Dans une enquête qui a été faite dans plusieurs cliniques externes de psychiatrie, on voyait les différents obstacles à la prescription de la PrEP dans les cliniques. Donc, on voit quand même plus de 75% des psychiatres qui ont répondu à l'enquête avaient dit qu'ils présentaient des connaissances limitées en la matière, donc ce n'était pas dans leur champ de compétences. Considèrent que la PrEP est hors de leur champ de pratique, quand même, un psychiatre sur deux. Le temps de consultation limité, c'est vrai que c'est un défi. Ça peut être parfois difficile d'évaluer toutes les demandes du patient et lorsqu'on a notre agenda et que leur agenda diffère. Mais ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que l'inconfort à aborder la santé sexuelle avec les patients, c'est seulement 4%. Donc, ça démontre vraiment le lien privilégié là, que les équipes de psychiatrie ont, puis les liens qu'ils bâtissent avec les patients. Fait que si jamais un patient vous en fait la demande, visiblement, c'est que la personne est à l'aise avec votre équipe. Euh, Si on n'a pas le plateau technique, ou en tout cas la structure adéquate pour mettre en place ce type de programme-là, où est-ce qu'on peut référer? Donc, il y a les cliniques CIDEP dans chaque région administrative du Québec qui font des dépistages et qui peuvent faire les suivis pour la PrEP, initier la PrEP, la PPE également, donc la prophylaxie post-exposition. À Montréal, j'ai mis à Montréal parce que c'est ce que je connais, mais les cliniques de santé sexuelle, donc vous les avez ici à l'écran. Par contre, à ce moment-là, il peut y avoir des frais allant de 5 à 30 le plus souvent pour le transport des échantillons, alors que les CIDEP, c'est dans les CLSC, la plupart du temps, c'est gratuit. À Montréal, on a aussi dans la dernière année ou dans les 2 dernières années un programme de PrEP en pharmacie qui se fait avec directement le pharmacien communautaire, avec l'élargissement des pouvoirs, des pouvoirs et responsabilités des pharmaciens avec la loi 67, ça permet de faire ce type d'initiation et de suivi. Donc, les messages clés, les personnes avec un trouble de santé mentale sont 10 fois plus à risque d'acquisition du VIH. Prise correctement, la PrEP est efficace à plus de 99% pour prévenir la transmission sexuelle du VIH. L'initiation et le suivi de la PrEP est simple aux 3 mois, surtout dans nos cliniques de psychiatrie où on voit les patients assez régulièrement, donc la plupart du temps quand ils sont arrimés aux soins, pour s'intégrer facilement. La PrEP est un investissement rentable pour le système de santé parce qu'il prévient des nouvelles infections, donc de réduire les coûts à long terme pour le système de santé.
Puis, les taux croissants de nouvelles infections par le VIH démontrent l'urgence d'accroître massivement l'accès à la PrEP partout au pays. Puis, il faut vraiment le faire sur tous les plans. On sollicite tout le monde. Donc, on va revenir sur les questions pré-test, ben, post-test dans ce cas-ci. Donc, quelle est l'efficacité de la PrEP pour prévenir la transmission sexuelle du VIH lorsqu'elle est prise correctement et de façon optimale? Vous pouvez répondre. Très bien. Les 5 personnes ont la bonne réponse. Excellent. Et deuxième question, vrai ou faux, la PrEP devrait être offerte à toute personne qui en fait la demande. Excellent. Donc, tout le monde a eu la bonne réponse. Excellent. Bravo, Claudia. Voici les références. S'il y a des questions, des commentaires, je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais je suis disposé à prendre quelques questions.